Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. David Rigoulet-Rose, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le président iranien Ebrahim Raïssi a accepté dimanche dernier une invitation du roi saoudien Salman à se rendre à Riyad. Il s'agit de l'un des premiers effets du rétablissement des relations entre les deux pays, annoncé le 10 mars dernier en Chine. La date de cette rencontre n'a pas encore été rendue publique, mais ce voyage, David Rigoulet-Rose, aura-t-il, selon vous, une forte dimension à la fois politique et symbolique après cette embrouille ? Ah oui, c'est-à-dire qu'elle scelle effectivement ce qu'on peut qualifier de normalisation entre Riyad et Téhéran. Il faut rappeler que les relations entre les deux pays avaient été rompues en début janvier 2016, au motif que, dans la mesure où, après l'exécution d'un cheikh chiite saoudien, issu de la province du Hassa, donc il y a une communauté chiite effectivement en Arabie Saoudite, il y avait eu des manifestations violentes à Téhéran, avec le saccage de l'ambassade saoudienne et du consulat de Mashhad. Et donc ça avait justifié, du point de vue de Riyad, la rupture complète, brutale des relations diplomatiques, avec le soutien d'ailleurs d'un certain nombre de pays du CCG, Conseil de coopération du Golfe, par solidarité évidemment, et pour marquer leur désapprobation justement compte tenu des événements graves qui s'étaient produits à cette occasion. Et donc ça avait ouvert effectivement une période de rupture, de tension très forte d'ailleurs entre les deux pays. Il faut rappeler que ce sont deux rivaux géopolitiques, à la fois politiques et religieux, puisque Riyad se fait le fer de lance du monde arabo-sunnite, sunnite en général, et a le privilège d'être la gardienne des lieux saints que sont la Mecque et Médine. Et puis en face, il y a évidemment l'Iran chiite, de confession chiite, qui conteste depuis longtemps d'ailleurs le monopole saoudien sur les villes saintes. Donc c'est d'ailleurs pas la première fois qu'il y avait eu des tensions et une rupture des relations diplomatiques. Ça s'était produit dans les années 80, notamment après des émeutes à la Mecque en 1987. Ça avait justifié d'ailleurs une première séquence de rupture de relations avec une restauration à la faveur du retour des réformateurs à Téhéran. Et il y avait eu d'ailleurs à l'époque une visite, comme aujourd'hui, même si c'est pas du tout la même figure politique, du président Khatami à Riyad pour sceller cette réconciliation, entre guillemets, plutôt une normalisation. Donc aujourd'hui, s'il y a cette annonce, c'est d'une certaine manière également pour sceller cette forme de normalisation qui n'est pas à proprement parler une réconciliation parce que les contentieux demeurent, mais en tout cas, il y a une forme de normalisation qui a été souhaitée par les deux parties. Qu'est-ce qui a conduit côté saoudien, qu'est-ce qui a conduit Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien et le dirigeant opérationnel du royaume aujourd'hui, à faire le choix d'une détente, même relative, avec l'Iran, une position qui est en contradiction a priori avec la posture, la ligne beaucoup plus dure qu'il défend depuis son accession à ce poste de numéro 2 du pouvoir? Oui, d'ailleurs, on peut faire allusion au soutien à Donald Trump pour la remise en cause du JCPOA, le fameux traité sur le nucléaire iranien. Il était un des pays, avec Israël, pour des raisons convergentes, à pousser à une remise en cause de ce traité. Et ça avait donné lieu à des tensions très très fortes, effectivement, avec Téhéran. Et il se trouve que Riyad a considéré, pour un certain nombre de raisons, qu'il était souhaitable aujourd'hui de favoriser cette normalisation. Il faut préciser quand même qu'elle était souhaitée beaucoup plus quand même par Téhéran que par Riyad, même si les deux parties, par intérêt bien compris, ont jugé bon d'effectuer cette normalisation. Alors, quelles sont les raisons ? Alors justement, quelles sont les raisons côté saoudien ? C'est d'abord le Yémen, la situation au Yémen et la volonté de trouver un cessez-le-feu durable entre les parties ? Le Yémen est un aspect de la question de la problématique, mais c'est probablement pas forcément le plus important. Je dirais que c'est un prolongement, une extension des contentieux. Le vrai problème pour Mohammed bin Salman, c'est d'être en mesure de finaliser, de mettre en œuvre son fameux plan Vision 2030, qui est justement la projection post-pétrolière avec la nécessité d'attirer de nombreux investisseurs dans le royaume pour justement transformer l'économie sur les 20 prochaines années. Et il ne peut pas réussir ce plan si l'environnement régional est déstabilisé
voire conflictuelle, et en l'occurrence avec Téhéran. Donc la raison principale, c'est effectivement celle-là. C'est une raison d'abord de politique intérieure. Et il s'est rendu compte de cette nécessité, en réalité, en septembre 2019, lorsque le site d'Abqaiq, la grande raffinerie pétrolière saoudienne, avait été bombardé. Ça avait d'ailleurs entraîné la rupture de 5% de production de pétrole, donc avec un acte très fort. Mais sans réponse très forte des Américains. Pardon ? Mais sans réponse très forte, suffisamment forte en tout cas pour Riyad, de la part des Américains. Absolument, et c'est probablement un point de bascule, parce qu'effectivement, en théorie, Mohamed bin Salman attendait probablement une réponse dans le cadre du fameux pacte du Quidsi qui a été renouvelé en 2005, qui assure la sécurité en dernier ressort du royaume. Et là, le président Trump, pourtant un grand ami de Mohamed bin Salman, a considéré qu'il s'agissait d'une attaque contre l'Arabie Saoudite et pas contre les États-Unis. Et du coup, le royaume, enfin en tout cas Mohamed bin Salman, a pris conscience de l'extrême fragilité de sa situation géopolitique. Il a compris qu'il y avait effectivement, qu'il était d'une certaine manière un peu seul dans des circonstances de ce type. Et même si le bombardement par drone avait été imputé officiellement aux Houthis, il est de notoriété publique qu'effectivement l'opération militaire avait été orchestrée plutôt par Téhéran, en passant par les milices pro-iraniennes d'Irak. Donc à partir de ce moment-là, il y a une prise de conscience de cette fragilité et qui pose le problème de l'hypothèque éventuelle de son fameux plan de vision 2030. D'autant plus, une prise de conscience d'autant plus importante qu'il y a effectivement le Yémen, dans lequel l'Arabie est engagée depuis mars 2015, et dont le prince Mohamed bin Salman, qui a été le promoteur de cette opération, souhaite aujourd'hui sortir, parce qu'il sait que c'est une impasse à la fois stratégique et humanitaire. Donc toutes ces raisons l'ont conduit aujourd'hui à ajuster sa posture qui était plutôt, on va dire, belliciste, en tout cas très, très intransigeante jusqu'à présent, pour effectivement converger vers cette normalisation. David Guéry-Gouleros, on a pu lire ces dernières semaines qu'à défaut des États-Unis, Israël aurait pu apporter certaines garanties de sécurité à Riyad. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également pu lire, et est-ce que c'est, compte tenu de la décision finale de Mohamed Ben Salman, quelque chose qui n'a pas convaincu véritablement les Saoudiens ? Oui, non, de toute façon, les Saoudiens, en principe, la sécurité en dernier ressort du royaume, ce sont les États-Unis, en référence au fameux pacte du Quidsi que j'évoquais. S'il y a des discussions en termes sécuritaires avec Israël, et elles sont parfois étroites, même si elles sont discrètes, puisqu'il faut rappeler que le royaume saoudien n'a pas investi la logique, la dynamique des accords d'Abraham, pour un certain nombre de raisons qui lui sont propres. Il y a effectivement des négociations étroites en termes d'évaluation géopolitique et stratégique. C'est pas Israël qui est en mesure d'assurer la sécurité du royaume. A fortiori, s'il n'y a pas la construction d'une architecture régionale qui, pour l'instant, peine à prendre forme, malgré le souhait américain en la matière. Donc, le prince Mohamed bin Salman a conscience qu'il y a une fragilité intrinsèque du royaume. Et dans ces conditions, il est obligé de prendre acte de cette réalité. Et s'il veut faire réussir à la fois la réalisation de son plan et trouver une porte de sortie pour le Yémen, il ne peut pas faire l'économie d'un rapprochement avec Téhéran. Ceci expliquant cela. Est-ce que cette normalisation avec Téhéran met un terme au moins à court terme à l'hypothèse d'un accord entre Riyad et Israël, cette fois, dans le cadre d'une prolongation des accords d'Abraham ? Alors, pour ce qui est des accords d'Abraham, de toute façon, on avait vu les réticences du prince Mohamed bin Salman, pas à titre personnel d'ailleurs, c'est plutôt par rapport à son père, qui est très attaché à la question palestinienne. Oui. Et il sait que il faut ménager justement son père, parce qu'il a besoin de son père justement pour faire passer un certain nombre de mesures. Donc il a considéré que le moment n'était pas propice à cette normalisation, enfin en tout cas à cette normalisation avec Israël, et elle était d'autant moins de son point de vue qu'effectivement le fait d'être gardien des lieux saints impose un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la Oumma, du monde musulman, et du monde arabe. Donc il a jugé bon pour l'instant de ne pas souscrire à cette dynamique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'envisage pas à terme un jour. Mais pour l'instant, la question n'est pas d'actualité, a fortiori dans la mesure où son père est toujours en vie. Et puis, d'une certaine manière, ça l'arrange, parce que ça lui permet de garder des options variées. Et il faut dire que vraisemblablement, il y a aussi avec les Américains des discussions qui ont eu lieu, puisque le New York Times a fait paraître un article
dans lequel, au moment même où se finalisait l'accord en question, il était mentionné que la conclusion de l'accord en fait avait été annoncée au lendemain des révélations du New York Times, selon lequel Riyad aurait demandé un certain nombre de choses à Washington. Notamment sur le nucléaire. Alors, il y aurait eu 3 choses. Il y aurait d'abord, effectivement, pour qu'il y ait une normalisation dans le cadre des accords d'Abraham, des garanties sécuritaires qui n'avaient pas été apportées le 14 septembre lors du 2019, lors du bombardement du site pétrolier, précisément. Deuxièmement, une aide pour développer un programme nucléaire civil, mais évidemment avec beaucoup de questions sous-jacentes. Bien sûr. Et enfin, de lever les restrictions sur les ventes d'armes, qui était la posture déclarée de Joe Biden lors de son accession à la présidence pour sanctionner la politique des droits de l'homme du prince Mohammed bin Salman. Donc, ces conditions n'ayant pas été satisfaites, effectivement, ça a coïncidé avec l'annonce de l'accord en question. Mais il faut préciser que cet accord n'est pas une surprise, parce qu'il était négocié, en tout cas les termes de l'accord étaient négociés déjà depuis avril 2021. Donc, c'est le résultat d'un processus qui s'est accéléré, effectivement, en début d'année. Est-ce qu'on peut malgré tout considérer cet accord comme un pied de nez pour les Américains? On sait que les États-Unis ont accueilli avec une certaine prudence cette annonce, d'autant plus qu'il a été rendu possible par la médiation chinoise. Oui, alors en termes publics, il y a eu, on va dire, une manifestation de satisfaction apparente des Occidentaux en général et des Américains en particulier, même si on peut penser que ça ne peut pas faire plaisir aux États-Unis parce que c'est pas tellement la question du rapprochement avec Téhéran en tant que tel, même si en soi c'est un problème éventuel, compte tenu des négociations inabouties sur le nucléaire, mais c'est aussi un pied de la Chine dans la région. Et c'est assez inédit puisqu'effectivement la finalisation de l'accord s'est fait à Pékin et non pas à Bagdad comme ça avait commencé. Ou à Mascate, comme c'est un lieu traditionnel de négociation. Et donc, c'est effectivement de la part de la Chine, la manifestation du fait que la Chine n'est plus seulement un acteur d'influence en soft power économique, mais qu'elle a l'ambition de devenir un acteur géopolitique dans la région qui se veut responsable et constructif, sous-entendu contrairement aux États-Unis, puisque c'est un peu le discours qui a lieu à Pékin. Et effectivement, c'est un tour de force d'une certaine manière en termes d'apparence, d'affichage pour Pékin d'avoir réussi à réunir 2 ennemis, 2 rivaux géopolitiques qui potentiellement sont susceptibles d'entrer en conflit ouvert. Ce choix de MBS, c'est la traduction d'un virage vers l'Asie de la diplomatie saoudienne? Alors, de toute façon, on va dire cette hausse politique, on aurait dit en France, oui, en Europe, ce regard vers l'Asie, il n'est pas totalement nouveau non plus. Il faut quand même rappeler que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui le premier fournisseur de la Chine en termes pétroliers. Et le deuxième étant l'Iran, même si c'est du pétrole qui est détourné, puisqu'il y a la question des sanctions. Donc la Chine a un impératif, c'est de stabiliser ses sources d'approvisionnement pétrolier. Et elle se fait fort justement grâce à l'absence de son d'histoire coloniale, comme les Occidentaux, de pouvoir se prévaloir d'une neutralité constructive et favorisant de facilitateur, finalement, de devenir l'honest broker qu'étaient les États-Unis jusque-là, et de remplacer de ce point de vue-là les États-Unis dans la zone, même si évidemment ils ne peuvent pas remplacer tout à fait, mais en tout cas c'est incontestablement une influence renforcée de la Chine dans la région. Est-ce à dire, David Rigouleiros, que du point de vue chinois, cette action diplomatique est un outil, un levier pour préserver ses intérêts économiques et pour assurer une croissance positive? C'est d'abord ça, c'est le primat effectivement politique de Pékin, c'est celui-là. C'est que Pékin est dépendant, ce que ne sont pas les Américains, ou plutôt ce que ne sont plus les Américains, qui ne dépendent plus du pétrole de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, ça implique le fait que l'accord dit du pacte de Quincy est implicitement caduc, puisque quand il a été conclu en 1945, c'était la sécurité militaire américaine contre le pétrole saoudien. Aujourd'hui, les Américains n'ont plus besoin de ce pétrole saoudien. D'ailleurs, il faut rappeler que les Américains sont aujourd'hui le premier producteur de pétrole au monde, même si l'Arabie Saoudite demeure le premier exportateur. Et là, on retrouve la Chine, parce qu'effectivement, la Chine est le principal client saoudien, et la Chine veut absolument assurer une stabilité régionale. Elle ne peut pas se permettre d'avoir une instabilité qu'elle impute d'ailleurs aux États-Unis.
pour justifier son caractère, son intervention justement, qui se veut constructive pour stabiliser la région. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'opposition de Riyad et de MBS au JCPOA, l'accord signé en 2015. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution de la position saoudienne sur la question nucléaire alors que les discussions sont toujours bloquées entre la communauté internationale et Téhéran sur la question ? C'est un autre élément probablement de la prise de décision de MBS pour le rapprochement avec Téhéran. Il avait considéré au moment de la remise en cause par Donald Trump, qu'il avait soutenu de ce JCPOA, il avait considéré que la pression maximum serait susceptible de brider en fait le programme iranien. Et c'est l'inverse qui s'est produit, puisqu'aujourd'hui il y a l'état d'avancement du programme, notamment en termes d'enrichissement. On a eu des informations sur un taux de près de 84%, donc qui suscite évidemment d'énormes interrogations. Et il a considéré que finalement ça n'avait pas été un succès. Et donc, compte tenu de cette réalité, il opte aujourd'hui, justement, en espérant que ça ne poussera pas davantage les Iraniens dans cette logique d'enrichissement. C'est une des raisons aussi qui l'a poussé à ce rapprochement, en espérant qu'une normalisation favoriserait des négociations apaisées pour limiter justement la dynamique du programme iranien. Vous estimez qu'il peut y avoir une corrélation entre ces deux dynamiques, détente d'un côté et avancée du programme nucléaire ou mise en stand-by de certains de ces développements militaires ? En tout cas, il a considéré que la première option qui avait été la remise en cause du JCPOA n'avait pas été un succès. Et donc, il en a tiré les conclusions parce qu'il veut éviter que la course à la bombe s'accélère du côté de Téhéran. Et il considère, à tort ou à raison, que le rapprochement pourrait éviter justement l'accélération de ce processus. Quelles sont les implications potentielles de cet accord, de cette détente pour les intérêts israéliens qui, avec Riyad et avec Washington, tentaient depuis plusieurs années d'isoler justement la République islamique d'Iran ? Du point de vue de Jérusalem, pour les Israéliens, c'est pas forcément quelque chose de très encourageant. D'ailleurs, ça a été souligné par Naftali Bennett en disant qu'il n'est plus Premier ministre et que c'était effectivement une victoire géopolitique de la part de Téhéran, parce que c'était une manière d'empêcher la constitution d'un front anti-iranien. Et c'est vrai que la stratégie iranienne de ce point de vue-là a été très habile, surtout au moment où l'Iran se retrouve dans une situation extrêmement difficile du fait de pression des sanctions extérieures, de l'impasse sur les négociations sur le nucléaire, de la déstabilisation interne avec les manifestations. Et donc il y a un ajustement stratégique qui a été fait par Téhéran très habile, parce qu'il revient finalement à neutraliser, entre guillemets, la possibilité de la constitution d'un front militaire, en tout cas sécuritaire, anti-iranien, avec ce rapprochement. Et d'ailleurs, on avait noté dès la visite du président Joe Biden à Riyad, lorsqu'il avait fait sa fameuse visite controversée l'année dernière, que les Émiratis, pourtant partie prenante des accords d'Abraham, avaient immédiatement manifesté qu'ils ne seraient pas partie prenante d'une architecture de sécurité militaire qui serait tournée contre Téhéran. On les comprend puisqu'ils sont juste en face de l'Iran. Donc on voit bien que ça pose effectivement de ce point de vue-là un vrai problème pour Israël, qui comptait notamment sur une architecture suscitée d'ailleurs par les Américains, qui veulent sous-traiter cette sécurité au niveau des acteurs régionaux, dont l'Arabie saoudite ne pourrait pas ne pas faire partie. C'est-à-dire qu'on voit mal comment il pourrait y avoir ce type de structure sans l'Arabie saoudite, qui est un des piliers de la région. Et ça peut aboutir, cette nouvelle situation peut aboutir à quel type de décision côté israélien ? C'est un point d'interrogation, puisque le ministre de la Défense a fait une déclaration en disant que la situation devenait critique et que Israël serait amené à prendre des décisions difficiles, avec évidemment toutes les interrogations qui peuvent surgir de ce type de formulation, notamment par rapport au nucléaire. Alors on est dans une logique de communication de crise, mais incontestablement, effectivement, il y a cet accord rebat les cartes. C'est un peu le problème du kaléidoscope. Quand on tourne, on ne sait jamais exactement comment s'ajustent les pièces de couleur. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec cet accord justement entre Téhéran et Riyad.
Alors c'est Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité iranienne, qui a mené les négociations pour la République islamique. De ce qu'on peut en savoir, David Rigoulet-Rose, cette décision a fait consensus au sein de l'appareil à la fois politique et sécuritaire de l'État iranien, ou est-ce qu'il y a certaines voix qui ont pu émettre peut-être des réserves sur la pertinence de réchauffer les relations avec le voisin sunnite, dans le cadre de cette aussi confrontation, cette rivalité spirituelle que vous évoquiez tout à l'heure? La définition de la politique stratégique iranienne, c'est le Conseil de sécurité nationale, c'est justement l'amiral Shamkhani. C'est lui qui est mandaté par le guide. Et le guide a réalisé ces derniers mois, d'abord avec le mouvement de contestation interne, qui était susceptible de déstabiliser le régime, l'isolement de plus en plus important de Téhéran au sein de la communauté internationale. Téhéran en est réduit à effectivement intégrer le club des parias, avec Moscou et d'autres. Donc cet isolement qui lui était de plus en plus préjudiciable et la pression maximale puisqu'il n'y a pas eu de renégociation d'un accord sur le nucléaire, donc une levée des sanctions, a conduit le guide à mandater justement l'amiral Shamkhani et à faire taire les voix de ceux qui étaient manifestement moins stratégiques au sein du système. Et ça explique qu'il y a eu cette définition d'une ligne qui était justement d'enfoncer un coin dans le front anti-iranien, de briser l'isolement de l'Iran en se rapprochant contre toute attente avec le vrai rival de l'Iran, à savoir l'Arabie Saoudite. Et de ce point de vue-là, c'est un succès géopolitique et stratégique de l'amiral Shamkhani, effectivement. Il faut préciser d'ailleurs que l'amiral en question est le seul Iranien, avec feu l'ancien président Rafsanjani, à avoir reçu la plus haute décoration saoudienne de la part du roi saoudien. Ce qui n'est pas anodin, et précisons également, ce qui est pas anodin non plus, que Shamkhani est un arabe du Khouzistan, chiite du Khouzistan. Donc évidemment, il connaît très bien l'autre rive du Golfe. Il a les clés, et c'est pas un hasard si c'est lui qui est mandaté par le guide pour ce type de stratégie. Alors, vous m'offrez une parfaite transition, David Rigoulet-Rose, puisque Ali Shamkhani était à Bagdad dimanche dernier. Les Irakiens qui ont été l'un des médiateurs avec le sultanat d'Oman dans ces discussions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et à l'occasion de ce déplacement, un accord a été signé entre les deux pays en vue, je cite, de protéger la frontière entre l'Iran et l'Irak. L'objectif pour Téhéran est de réduire les capacités d'action des groupes d'opposition kurdes iraniens qui sont situés au nord de l'Irak. Des bombardements, rappelons-le, avaient été menés à la fin de l'année dernière par l'Iran contre ces groupes accusés d'infiltrer le territoire iranien pour y mener des opérations. Est-ce qu'il faut s'attendre désormais, David Rigoulet-Rose, à une répression renforcée de ces forces kurdes, à la fois par l'Iran, mais aussi désormais par les forces de sécurité irakiennes? Alors, c'est effectivement, il faut quand même rappeler que l'Irak a un gouvernement qui est aligné sur Téhéran. C'est-à-dire que il n'y a pas la possibilité d'un gouvernement qui ne soit pas d'obédience chiite et donc qui ne tienne pas compte des intérêts stratégiques iraniens. Donc, lorsqu'il y a eu les bombardements que vous évoquez, notamment en réponse à l'agitation sur la frontière avec les Kurdes, dans le cadre de la contestation liée au décès de Mahsa Amini, il y a eu effectivement plusieurs frappes qui ont été faites du côté irakien pour viser des groupes kurdes, notamment le Komala ou d'autres, au motif qu'ils alimenteraient effectivement la contestation en question. Et ça avait suscité une réaction quand même, au moins formelle, de la part de Bagdad sur la violation de sa souveraineté. Et donc, Bagdad a manifesté au moins officiellement cette irritation, même si Bagdad ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte des intérêts iraniens. Et évidemment, le type d'accord que vous venez d'évoquer rentre justement dans ces négociations contraintes, on va dire, entre Bagdad et Téhéran pour faire prévaloir les intérêts iraniens en la circonstance, c'est-à-dire demander à Bagdad de brider la marge de manœuvre, effectivement, des partis kurdes ou des groupes kurdes qui sont localisés justement en Irak. Alors cet accord a été signé 20 ans presque jour pour jour après l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Quel bilan peut-on tirer de cette seconde guerre d'Irak, à la fois sur ses conséquences sur l'action, la présence américaine dans la région, mais aussi sur le développement de l'influence iranienne en Irak, où le gouvernement, vous le rappelez à l'instant, de Mohamed Shia al-Soudani bénéficie du soutien des forces chiites pro-Téhéran au Parlement irakien? Évidemment, cette affaire est considérée comme un tournant majeur géopolitique de la période contemporaine de la région. Qui a été critiqué sous de multiples aspects, au motif qui n'est pas justifié, que ça a suscité un chaos général
avec 10 ans de guerre, un risque de guerre civile en Irak, une déflagration, la montée justement d'Al-Qaïda, et puis prolongée par Daesh. Donc évidemment, le bilan est de ce point de vue-là jugé par les détracteurs effectivement très très négatif, pas par Téhéran, hein, parce que Téhéran justement, et d'ailleurs l'ancien président du Parlement Laridjani a dit que jamais l'Iran n'aurait pensé qu'on ne lui offrirait sur un plateau la chute de Saddam Hussein et finalement une zone d'influence. 30 ans après le début de la guerre Iran-Irak. Absolument, absolument. Il faut rappeler que les Américains finalement ont renversé les deux ennemis principaux de Téhéran. D'abord, c'était en 2001 les talibans, même s'ils sont revenus aujourd'hui, mais pas dans les mêmes circonstances. Et puis, évidemment, le dictateur bassiste de Saddam Hussein, qui avait mené 8 ans de guerre terrible contre Téhéran. Donc, de ce point de vue-là, le gain géopolitique, effectivement, factuellement, il est pour Téhéran. Mais il y a eu d'autres calculs qui avaient été faits à l'époque, hein, erronés sans doute, mais en tout cas, c'était l'idée notamment d'affaiblir la montée en puissance de l'islamisme sunnite et qui passait par un renforcement au moins ponctuel de Téhéran, justement, ce qui a eu lieu. Ça a peut-être trop bien marché d'une certaine manière, évidemment, et puis surtout, c'est vrai que la situation de la région est restée très chaotique, elle l'est toujours aujourd'hui, donc ça explique le bilan effectivement très, très controversé de l'opération en question. Une petite parenthèse, vous évoquiez à l'instant Al-Qaïda puis Daesh en Irak. Où en sont ces forces sur le terrain? Je pense notamment à Daesh. Est-ce qu'il existe encore des cellules, évidemment moins actives que dans le passé, mais néanmoins présentes dans la zone? Oui, même si le pouvoir irakien est parvenu à réduire très très largement, effectivement. D'ailleurs, on l'a vu avec le nouvel an. Qui a été fêté par les chiites en Irak, qui s'est fait dans des conditions plus favorables paradoxalement que de l'autre côté de la frontière en Iran. Donc ils ont réussi quand même effectivement à restreindre, mais le danger persiste par des cellules, et d'ailleurs les Américains maintiennent une présence. Il faut rappeler que le dernier chef de Daesh a été éliminé très récemment, justement de l'autre côté, dans le pays d'à côté, en Syrie. Donc on voit bien, dans le sud de la Syrie, donc on voit bien qu'il y a une persistance des métastases effectivement de Daesh, même si la situation n'a rien de comparable avec 2014, qui avait justifié le lancement d'une guerre, effectivement, pour détruire le califat autoproclamé d'al-Baghdadi. Alors depuis son entrée en fonction à l'automne dernier, le Premier ministre irakien al-Soudani s'est engagé, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le rapprochement entre Riyad et Téhéran. Plus globalement, il a également tenté de forger une position d'équilibre entre puissances sunnites et chiites dans la région pour, dit-on, éviter que l'Irak ne fasse les frais de nouvelles tensions dans la région. L'Irak a ainsi organisé en janvier dernier la Coupe du Golfe arabique de football, une première depuis 3 décennies, un tournoi régional d'ailleurs remporté par les Lions de la Mésopotamie et qui marque, selon la presse locale, le réchauffement irako-arabe. C'est une analyse que vous partagez, David Rigoulet-Rose? Oui, d'ailleurs, c'est la stratégie du prince Mohammed bin Salman. C'est effectivement de favoriser notamment, il y a des accords qui ont été passés, commerciaux, ces dernières années, dans le cadre d'une normalisation avec Bagdad. Tout le monde a pris acte que le gouvernement est d'obédience chiite, puisque c'est une majorité de la population. Il n'en reste pas moins que l'Irak demeure un pays arabe, même s'il y a une minorité kurde très importante. Et donc cette arabité, justement, il y a de la part de Mohammed bin Salman l'idée de valoriser cette arabité qui ferait effectivement de l'Irak contemporain une espèce d'interface entre justement l'Iran et le monde arabe. Un troisième pilier, on serait dans un système justement non plus binaire entre monde arabo-sunnite et Iran chiite, mais il y aurait effectivement une espèce de troisième pilier qui serait un pilier à la fois arabe et chiite. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur également associé à l'IRIS, et que vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci encore d'avoir été avec nous dans Géopolitique le Mag, et à très bientôt sur Radio J.